Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau podcast Mr. Anyone, le podcast qui va se consacrer aux tueurs en série, aux serial killers. Régulièrement, nous allons revenir sur la vie, la biographie d'un serial killer connu ou inconnu qui nous intéresse autour de cette table. Et je parle de personnes donc autour de cette table et je vais les présenter tout de suite en commençant par ma gauche. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Comment vas-tu ? Eh bien, écoute, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en deux phrases pour nos auditeurs ? Alors moi, je suis journaliste en fait dans la presse jeux vidéo, donc sur JV et Canard PC. Et alors j'ai pas une passion fondamentale pour les tueurs en série, mais je trouve le sujet hyper intéressant, donc c'est pour ça que je vous ai rejoint. Oui, ça fait. Oui, très bizarrement, ça fait un gap entre les deux, hein, c'est pour ça. Ma foi, remplissons-le. À côté de toi, nous avons Martin. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Écoute, je suis content qu'on démarre ce projet. Ça fait tellement longtemps qu'on y travaille. Ouais, une petite année. Hein. C'est vrai, une petite année. Mais ça fait plaisir. Écoute, moi, je suis producteur audio. Mon boulot dans la vie, c'est de produire des podcasts avec Micro Stockholm. Et d'habitude, je parle plutôt de chanteurs septuagénaires ou... où je fais des battles entre Astérix et Superman. Et là, on est sur un autre sujet. Je suis bien content d'y être avec vous. Merci à toi. Et enfin, nous avons Mélissa. Salut. Comment ça va ? Mais très très bien. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots ? Alors d'après Pôle emploi, je suis demandeuse d'emploi, auto-entrepreneur et étudiante en même temps. Et oui. Et moi, je vais essayer de devenir professeure d'art appliqué. D'accord. Voilà. Et le concept, d'ailleurs pour Martin aussi, le concept serial killer, ça vient naturellement pour toi aussi ? Oui, ça fait partie des choses qu'on a un peu honte d'aimer, mais bon. Et Martin ? Moi, j'ai une vraie passion pour les questions psychologiques. Et d'ailleurs, j'ai un podcast sur la psychologie qui s'appelle Tête à Tête. Et dans ce cadre-là, il se trouve que les criminels en général et les tueurs en série en particulier présentent sont des cas psychologiques et psychiatriques complètement hallucinants et toujours un peu fascinants, même si il y a toujours une sorte d'attraction, répulsion à la fois et d'horreur ressentie aussi quand on s'intéresse à l'histoire, qu'on voit ce qui arrive aux victimes, etc. Donc c'est toujours compliqué, mais c'est toujours fascinant et passionnant. Moi, je suis Zéphiriel. Voilà, je suis un passionné en général sur beaucoup de sujets. Et effectivement, les serial killers sont aussi un sujet de passion. Alors, c'est délicat de le dire dans cette optique-là. Mais effectivement, comme tu le disais, il y a cette attraction-répulsion qui fait qu'on s'y intéresse, qu'on a envie de savoir pourquoi, le pourquoi du comment et la psychologie de l'homme qu'il y a derrière. Et c'est exactement ce dont on va parler donc autour de cette table. Donc une petite mise en garde quand même, on est 4 autour de cette table, on n'est ni psychologue, ni médecin, ni psychiatre, ni policier, ni quoi que ce soit d'ailleurs. On est juste des passionnés, donc on va en parler comme tel. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des choses qui sont fausses, parce que nos sources ne sont peut-être pas les bonnes. Ça veut dire aussi qu'on se renseigne au maximum avant de pouvoir en parler. En général, on fait attention, mais bon, voilà, sachez qu'on n'est ni psychologue, donc on va essayer d'instaurer quand même des bases psychologiques sur les personnes dont on va parler, mais on aura travaillé ça en amont, donc s'il y a des erreurs, surtout n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et pour ce premier épisode, qui aura été sujet à débat il y a plus d'1 an déjà, nous allons parler d'un tueur en série qui est finalement peut-être le premier reconnu, alors pas le premier reconnu, mais le premier en tout cas qui a instauré le terme et qui a instauré la mouvance dans les années 70. De qui on va parler, Pierre ? De Ed Kemper. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne voient pas visuellement qui ça peut être, il y a une très bonne série qui est sortie un peu plus d'1 an d'ailleurs, qui parle qui parle pas de lui directement, mais dont il est une des stars, on va dire, qui s'appelait Mindhunter, merci. Et effectivement, on le voit apparaître dedans parce qu'il va aider la police en fait à profiler en fait le type serial killer pour essayer de comprendre qui ils sont et comment on les reconnaît, ou au moins quels sont les patterns à reconnaître là-dedans. Ed Kemper naît le 18 décembre 1948 aux États-Unis, enfant de Clarnell Kemper et de son père Edmund Kemper Jr. Donc le grand-père qui se rappellera exactement de la même façon, mais senior aussi. Donc ça va être, je l'appellerai Ed pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème là-dessus, en tout cas pour Ed Kemper.
Donc c'est un personnage très intéressant. Il a une enfance en tout cas extrêmement difficile de par sa mère. Son père est un ancien soldat qui a combattu dans la guerre du Pacifique, qui lorsqu'il revient de la guerre devient électricien. Sa mère sera par la suite extrêmement ignoble avec son père justement pour ça, parce qu'il y a une forme de perte de statut en fait pour elle. Elle l'indique comme étant une sous-profession, qu'elle mérite mieux en tant que personne, en tant que mari. Et ce qui va amener en fait ses parents à se séparer en 1957 quand Ed Kemper a 9 ans. À partir de ce moment-là, pour Ed, qui va rester avec sa mère, ça va être une véritable descente aux enfers, n'est-ce pas Mélissa ? Moi, du coup, je vais vous parler plus spécifiquement de la relation de Ed et sa mère. Donc, sa mère s'appelle Clarnell Stage. Elle est née en 1921. Elle est mariée à donc, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui va ensuite travailler pour les essais nucléaires du Pacifique. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'entre ces deux choses-là, il va revenir à la maison. Leur mariage est très très compliqué, donc on peut dire que Edmund Kemper avait des parents qui ne s'aimaient pas. Et carrément, en fait, son père aurait déclaré que vivre avec sa mère, c'était rien comparé aux missions de suicide et aux bombes nucléaires. Clarnell, en fait, à un certain moment dans sa vie, était alcoolique. Donc il a été fait mention d'un possible syndrome de la personnalité borderline. Ça caractérise des personnes dont les relations interpersonnelles sont super instables. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer de l'idéalisation à la dévalorisation ou à la haine intense très très rapidement, qui vont avoir de la difficulté à ressentir de l'empathie et qui du coup, pour se décharger, en fait, vont être agressives, impulsives, etc. Donc ça rejoint un petit peu ce que Kemper disait, puisque en 2 mots, pour lui, sa mère était une femme folle et aigrie. Donc comme tu l'as déjà mentionné, Clarnell, donc sa mère, dévalorise énormément son père à cause de son travail. Après son retour dans le Pacifique, le père a voulu reprendre des études parce qu'en fait on avait le droit à des bourses par rapport à l'armée, etc. Et en fait il a tout simplement pas réussi à reprendre la fac. Et donc il a été électricien, ce qui crée des problèmes d'argent. La mère trouve que le père est surprotecteur avec leur unique fils et super strict avec ses sœurs. Donc du coup en fait elle rééquilibre la balance entre guillemets, puisqu'elle a peur que Ed devienne homosexuel. Et puis le père n'est pas très très présent, il va raconter beaucoup d'histoires de guerre à son fils. Il y a la présence de beaucoup d'armes, des machettes, des baïonnettes, des guns partout dans la maison. Kemper et ses sœurs, donc il a 2 sœurs, ils n'ont pas beaucoup de jouets, ils s'ennuient souvent, du coup ils font des jeux un peu chelous qui peuvent paraître, s'il ne s'était pas passé ce qui s'est passé, ça aurait pu être sans importance, mais là c'est quand même assez prémonitoire, puisque c'est des jeux à base de chaises électriques ou s'échapper d'un tapis enroulé, des choses comme ça, donc quelque chose d'assez morbide. Alors, je crois que le jeu de la chaise électrique, c'était un truc qui était plus ou moins courant à l'époque chez les enfants, parce qu'il y avait eu un procès et une exécution qui avait été mis en avant à la même année. Et du coup, ça a été tellement médiatisé que c'était logique, Ouais. logique avec des gros guillemets, Ouais. que tout le monde en fait reproduit ça et que les enfants dans les écoles de l'époque reproduisent en fait ce schéma. Ouais. Ce qui amène quand même pas mal de problèmes sociétal pur et dur sur ce moment de peine de mort en fait. Du coup, en fait, sa mère va se remarier 2 fois après donc avoir divorcé de son père. Et en fait, ce qu'elle dit aux travailleurs sociaux est assez curieux à ce propos, c'est-à-dire qu'elle va simplement dire qu'en fait, elle essaie de trouver un bon père pour son fils parce qu'elle a l'impression qu'il en a besoin. Donc en fait, pour ceux qui ont vu Mindhunter, vous le savez déjà, mais Ed Kemper, il est physiquement ultra imposant. Il est gigantesque, il pèse plus de 100 kilos, donc voilà. Et en fait, sa mère, c'est exactement la même chose. Elle fait 1m80, 100 kilos. Et en fait, elle va être un peu le sujet de ses premiers fantasmes de meurtre, parce que voilà, comme il le dit lui-même, elle a le verbe haut, elle a la parole acerbe. En fait, elle est imprenable physiquement parce que lui, il peut pas se résoudre à la frapper. Et en plus, elle est imprenable par le dialogue. D'ailleurs, il décrit qu'en fait, souvent, il la voyait se battre verbalement avec des hommes et qu'en fait, quand ces hommes-là voulaient en venir aux mains, elle s'en tirait en les accusant en fait du style « ouais, tu vas pas frapper une femme quand même ». Donc en fait, il a plein d'exemples de sa mère qui arrive à ses fins en contrôlant les autres. Et en fait, ça, chez lui, d'après ses propres dires toujours, ça lui procure de l'admiration et de la terreur.
Donc il la qualifie de dominatrice, d'agressive, mais aussi de brillante. C'est-à-dire qu'on a déjà en fait ce truc d'attirance et de répulsion, de respect et de haine. Dans la suite de sa vie, qu'on verra de manière extensive tout à l'heure, en fait sa mère se mêle de tout ou le rejette. Donc à chaque fois en fait c'est tout ou rien. Dans son travail, elle va être Madame Parfaite, c'est-à-dire que elle aussi, d'une façon un peu similaire à un serial killer, elle va être extrêmement productive, extrêmement parfaite en société, très très gentille. Et en fait, à la maison, ça sera très très différent. Pour continuer sur cette maltraitance psychologique, sur le sujet des filles, sa mère en fait va lui répéter qu'elles sont trop bien pour lui et que en fait personne ne l'aimera parce qu'il est trop grand, il est trop moche, il ressemble à son père, c'est un bon à rien, etc., etc. Donc beaucoup de paroles très très difficiles. Ce sera pas seulement psychologique d'ailleurs. Ed Kemper, en fait, pendant un long moment, il va être obligé de dormir à la cave parce que sa mère, en fait, a peur qu'il blesse ses 2 sœurs. Donc, selon les versions, c'est soit sa mère avait peur qu'il agresse sexuellement et physiquement ses sœurs, soit c'était par manque de place. Donc, en fait, Ed, à un moment, il y a une interview où il explique que c'était très très traumatisant pour lui parce qu'en fait, il comprenait pas pourquoi, après une soirée en famille, entre guillemets, tout le monde allait en haut, donc sa mère et ses 2 sœurs, et lui devait aller au sous-sol. Donc il y avait un étage qui les séparait, et lui il voyait ça un peu comme ses sœurs et sa mère montaient au paradis, entre guillemets, et lui il allait en enfer, ce qui était rappelé par la fournaise à gaz qui était dans la cave, et donc bah, voilà, on voit ce que c'est, il y a des flammes constamment. Et donc tout ça, en fait, dans l'esprit d'un enfant de 8-9 ans, c'était hyper compliqué à process. Du coup, en fait, c'est là où il a commencé à développer un peu des rituels, comme font un peu tous les enfants, quoi. Moi, quand je devais aller chercher des bouteilles d'eau à la cave, je me retournais pas quand je montais, parce que voilà, c'était comme ça. C'était ma manière, en fait, de traverser ce truc-là qui me faisait un peu flipper. Et du coup, lui, quand même, c'est un peu plus vénère, parce qu'il doit carrément dormir dans cet endroit qui est frais, qui est sombre, il y a des bruits de tuyaux, quoi, comme dans une maison. Et en fait, dans une interview, il explique ultra précisément qu'il faisait un peu des actions dans un ordre précis, parce que cette cave avait une configuration un peu spéciale, elle faisait 11 mètres sur 5, et du coup, en fait, la première lumière se situait donc évidemment en bas des escaliers, et puis l'autre, très très loin, à l'autre bout. Et donc, il y avait tout un moment où il devait aller dans le noir pour chercher un peu à tâtons la lumière, il était totalement terrifié. Et donc, quand il s'en plaignait à sa mère, elle comprenait pas, donc elle réagissait très très violemment. Lui, à propos de ça, évidemment c'est un adulte qui dit ça, mais il mentionne l'alcoolisme de sa mère, mais en même temps il semble un peu lui trouver des circonstances atténuantes en disant voilà, c'est vrai qu'elle travaillait, c'était une mère seule qui élevait ses 3 enfants, et il disait moi et mes 2 sœurs en fait on ne l'aidait pas. Donc en fait toujours ce truc d'attirance, répulsion. Et puis un truc encore, moi je trouve très très chelou, donc je me permets de le mettre. Pendant des années en fait elle va lui répéter qu'elle n'a pas de relation sexuelle à cause de lui. Donc là on est quand même aussi dans un truc très très malsain, qui je pense fait partie de ces paroles que les parents devraient peut-être pas dire à leurs enfants. Et pour résumer sur cette partie, dans les mots de Ed, I hated her but I wanted to love her. Donc je la détestais mais je voulais l'aimer. Impossible de parler de sa mère sans parler de son père. Donc son père en fait va l'abandonner, là pareil, il y a plusieurs versions, mais il semblerait que en fait en revenant d'une mission, il voit que donc sa femme et ses filles et son fils sont partis. Et du coup, en fait, lui, il va refaire sa vie, hein, quelque part, il n'en est peut-être pas mécontent non plus, avec une nouvelle femme, et donc faire des enfants avec cette femme. Ed Kemper va être super jaloux, évidemment, de cette nouvelle famille. Son père, pour lui, c'était John Wayne, et du coup, être loin de son père, c'était horrible pour lui. Et à un moment, il va fuguer, et il va retourner vers son père, et il va être choqué, tout simplement, de voir, voilà, comme il le dit, moi, j'étais de l'histoire ancienne, j'étais son ancienne famille, et j'étais un échec pour lui, et donc il s'est débarrassé de moi. On verra après, avec l'épisode des grands-parents, ce qui s'est passé. Dans ses propres mots, pour résumer, dans une interview de 1991 avec Stéphane Bourgoin, Ed Kemper va parler d'un vide dans sa vie, un vide qu'il a muré, et d'une éducation dysfonctionnelle. Donc en fait, lui, il en est totalement conscient. Et même s'il a dit plusieurs fois qu'il ne voulait pas mettre tout sur le dos de sa mère, il pouvait voir en fait des liens entre des traumas d'enfants et des comportements graves d'adultes. Pour terminer sur cette partie avec sa mère et avec son père, il y a plusieurs théories
plus ou moins intéressantes. Et il y en a une en fait qui justement évoque une homosexualité refoulée qui pourrait être lue dans l'attention démesurée qu'il voulait de son père, dans le fait qu'il fréquentait beaucoup les bars de police et qu'il voulait être policier en fait, même si sa grande taille le permettait pas, et qu'il détestait en fait les hommes efféminés de son époque, en fait les hippies avec les cheveux longs, et qu'en fait il voulait s'attaquer aux hommes, mais en fait il ne l'a jamais fait, et il s'attaquait toujours à des femmes, donc par essence qui sont moins fortes physiquement que lui, mais en plus des femmes petites et jeunes, et il dit même le mot en français petite, qui est un gabarit en fait physique en anglais. Et j'ai lu aussi un dernier truc intéressant d'un monsieur qui s'appelle Fromm, je pense que c'est un psychiatre. Il explique que en fait, l'incapacité de Kemper à s'ouvrir aux autres et à les aimer, elle est en lien avec le fait que le sujet, donc Ed Kemper, est absorbé en une seule et même personne avec sa mère, et qu'en fait c'est impossible pour lui de se voir sans sa mère et de voir sa mère sans lui. En témoigne tout en fait sa vie qui est organisée autour de sa mère. Merci pour l'intervention très très complète. Effectivement, en fait, plusieurs points, on verra clairement que toute sa vie, toute sa motivation est vraiment reliée à sa mère en permanence, et c'est super intéressant à remarquer. Pierre, tu voulais réagir plusieurs fois sur... Non, en fait, c'est juste vraiment une question que j'ai pas lue. Donc, est-ce que son père et sa mère étaient mariés ? Oui. D'accord, donc au niveau du divorce, est-ce qu'à un moment donné, son père essaie de se battre pour le conserver, pour garder ses enfants ou pas ? Alors, pas que je sache, ça n'a jamais été mentionné. D'accord. En fait, c'est lui qui est parti et qui effectivement s'est remarié en premier en fait, avec une autre femme qui avait déjà un enfant, qui était plus âgé un peu plus âgé, je crois. Martin ? Oui, il y a en fait, on t'en reparlera sans doute après, mais il y a eu plusieurs épisodes où il a tenté de recréer les liens avec son père, et il y a eu un problème avec sa belle-mère, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, autre problème avec une figure maternelle et autre rejet. Je suis moyen sûr de la théorie de l'homosexualité refoulée, mais ça me paraît étonnant comme cette théorie, je l'avais pas lue, mais bon, je sais pas. Mais ouais, je suis pas convaincu non plus en fait au vu des victimes, au vu. Mais bon, bref, voilà, c'était juste ça. Je suis pas convaincu, mais comme je suis ni psychiatre ni quoi que ce soit, je dis juste que je suis pas convaincu. Ok, on va reprendre tout plein de choses que tu as dit finalement sur tout ça. Alors effectivement, sa mère était vraiment, vraiment ignoble avec lui. Comme tu l'as dit, en fait, il dormait à la cave, il était terrifié. Sa mère même l'enfermait à clé à la cave une fois qu'il était à l'intérieur, parce qu'effectivement, elle avait peur pour elle, pour ses enfants, pour ses deux filles. Intéressant, en fait, j'aime bien ce dégagement que tu as signifié sur le rituel qu'il avait. C'est qui est, on le sait tous aujourd'hui, en fait, un passage obligé pour un tueur en série d'avoir un pattern, un modus operandi qui fait que c'est très ritualisé. Et finalement, ça commence peut-être un peu là. Donc effectivement, elle le traitait comme une fille. Elle dénaturait l'image de son père en disant que c'était un salaud, qu'il l'avait quitté, et ainsi de suite. Et voilà, donc divorce en 1961. Ed a 13 ans à ce moment-là. Sa mère se remarie avec un plombier qui a déjà un fils. Le mariage ne va pas durer et le divorce sera prononcé encore 2 ans plus tard. Là, on va arriver en fait dans le vif du sujet de Ed Kemper, donc les premiers meurtres qu'il va faire. Et comme beaucoup de tueurs en série, en fait, on va commencer petit. C'est-à-dire, en fait, il va commencer constamment brimé et même battu par sa mère et sa grande sœur, Suzanne. Ed va commencer à torturer des petits animaux jusqu'à avoir sa première victime animale conséquente, le chat familial. Donc il va un jour où sa mère n'est pas là et ses sœurs ne sont pas là non plus, il va le prendre, il va l'enterrer vivant dans le jardin. Donc il va le recouvrir de terre. Il va attendre que l'office se fasse tout seul. Il va le déterrer, l'ouvrir en deux et le décapiter. Donc juste pour voir comment ça fonctionne et pour pour s'entraîner même, pour s'intéresser à la façon de faire sur un animal. Ce qui est assez perturbant en soi quand même. Déjà, c'est un schéma qu'on retrouve assez régulièrement finalement. Mais c'est en plus, c'est des témoignages que j'ai eu souvent, en fait, même de gens à la campagne par exemple, où tu as le côté éliminer des chats en fait, de manière plus ou moins violente, mais c'est surtout lui, le fait de l'avoir déterré après, de l'avoir réouvert, il y a tout un côté aller vraiment au bout. Oui. Et pour moi, c'est ça vraiment le déclic, quoi. Il y a beaucoup d'enfants qui font du mal à des animaux sans le vouloir, clairement. Et lui, il y avait vraiment ce côté aller au bout de la démarche et aller vraiment vraiment littéralement à l'intérieur de ce qu'il a mis en place, quoi. Clairement. Martin ?
Bon, moi, je me suis un peu intéressé à son côté manipulateur, charmeur, etc. Et dans l'interview qu'il donne à Stéphane Bourgoin, une de celles qu'il donne à Stéphane Bourgoin, il fait tout. Il s'épand beaucoup, et c'est beaucoup des moments justement où il construit un peu sa légende de je suis un tueur en série, mais je suis une personne raffinée et intelligente, et il tient tout un discours en disant oui, mais tous les enfants font ça, c'est normal. Est-ce que tous les enfants qui font du mal aux animaux deviennent tueurs en série? Je crois pas, etc. Et c'est assez intéressant parce que tu entends ça, et après ça le met face à ses contradictions, parce que c'était pas juste, comme tu disais, juste faire du mal à un animal, c'était en plus abîmer le corps post-mortem, et chose aussi qu'on retrouvera beaucoup, quoi. Oui, et effectivement, pour revenir à la question qu'il pose lui-même, oui, aujourd'hui, en fait, on sait que très, très régulièrement, les tueurs en série, en fait, ont ce schéma-là quand ils sont petits. C'est-à-dire qu'ils commencent à torturer des petits animaux pour arriver à quelque chose de plus gros. Mélissa ? Oui, exactement. C'est la triade McDonald's. Voilà. C'est faire pipi au lit jusqu'à très, très âgé, enfin, on va dire plus que... Voilà. C'est jusqu'à l'adolescence, ouais. Ouais. Torturer des petits animaux et le feu. La pyromanie. Ouais. Voilà, la pyromanie. Mais ça rejoint en fait ce que vous dites sur après comment il va traiter les femmes, c'est-à-dire qu'il va expliquer que jamais il va les violer avant de les tuer, parce qu'en fait sa peur du rejet est trop grande, et du coup il a besoin pour être puissant, c'est-à-dire physiquement, de voir qu'elles sont entièrement à elle, donc du coup qu'elles ne peuvent rien faire. Et c'est exactement ça au final avec le chat, c'est-à-dire qu'il a besoin de le voir mort pour se dire ok, il est à moi, etc. Et Exactement. il répond à moi. Automne 63, Ed va rendre visite à son père et à sa belle-mère à Los Angeles. Alors, rendre visite, c'est ce qui va être de courte durée finalement, parce que les premiers temps se passent très bien, mais Ed est vraiment taciturne, il a du mal à se faire des amis, il est très difficile à gérer pour son père et pour sa belle-mère. Il a des moments extrêmement sinistres avec eux. Et son père et sa nouvelle femme, donc on va avoir la même réaction, et c'est ce qui est assez horrible finalement, que la mère de Ed, c'est... il provoque tellement un malaise quand il est présent et tellement dur à gérer qu'en fait ils vont invoquer des difficultés financières pour justement ne pas le garder et pouvoir le renvoyer chez sa mère. Et c'est ce que t'expliquais Mélissa quand finalement la désacralisation de son père, elle est là. C'est que pour lui, son père, c'est John Wayne, parce que voilà, ça a été un soldat, ça a été un héros de guerre réellement. Il revient en tant que héros et victorieux en fait de la guerre. Et aujourd'hui, quand il va chez son père pour vivre, bah, même lui, il va le rejeter. Et là, t'as une dégringolade en fait de la figure paternelle qui est là. Et ce rejet, en fait, il va le vivre extrêmement mal à cause de ça. Ce qui rend d'autant plus difficile le retour chez sa mère, parce que cette dernière va trouver en plus les restes du chat dont on parlait juste avant. Elle va l'accuser d'avoir tué. Évidemment, lui va réfuter complètement ce meurtre. Et à partir de ce moment-là, les tensions vont monter de façon exponentielle jusqu'à des moments critiques qu'on va évoquer après. Fin de l'année 1963, Ed, et là, ça va être un des gros cas de sa vie. C'est vraiment le gros démarrage de tout, je pense. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Ed est envoyé chez ses grands-parents paternels. Donc Maud et Edmund Kemper Senior, qui vivent dans un tout petit village de Californie, North quelque chose, j'ai plus le nom en tête. Ce passage de sa vie, même s'il reste très positif au début, va finir en fait de façon extrêmement grave. Et c'est amusant parce qu'on va retrouver en fait cette figure maternelle qui n'arrive pas à le supporter. Et effectivement, sa grand-mère va ressentir ce que la mère de Ed ressentait, c'est-à-dire extrêmement mal à l'aise par rapport à lui. Donc des choses commencent très bien, il s'occupe à la ferme, il y a toujours un truc à faire, donc il est dans un environnement cadré, et c'est une chose qui est très importante pour lui, on le reverra plus tard. Il a de bons résultats scolaires, c'est pas top, mais c'est au moins positif. Et surtout, son grand-père de l'époque lui a offert une vanne de lorif, donc un fusil, et il va lui apprendre à tirer. Il va s'en servir au début pour tuer des animaux, on a déjà vu qu'il est déjà fan de ça. Donc il va d'abord tuer des lapins et des taupes, et par la suite il va tuer par la suite il va tuer des oiseaux. Étape importante, puisque effectivement c'est quelque chose que sa grand-mère lui interdit catégoriquement à la base. Et par volonté de désobéir et d'affirmer sa position, j'imagine, de chasseur, il va continuer à le faire. Malheureusement, le positif dans tout ça ne va pas durer. Il va trouver ses grands-parents ennuyeux, son grand-père très ennuyeux, sa grand-mère est de plus en plus méchante avec lui, elle a toujours un truc à lui reprocher, il coûte cher, il obéit pas, il tue les oiseaux, c'est un truc qui revient très régulièrement. Et Ed
Oui. Non, juste pour dire, en fait, justement, pour les oiseaux, je pense qu'il y a vraiment aussi il a pris goût, en fait, à ça. C'est un truc qu'on retrouvera plus tard, en fait, en plus, dans son pattern. C'est que je pense qu'il y a eu un déclic avec le chat, et que derrière, effectivement, je suis d'accord il va aller contre ses grands-parents pour s'imposer, mais je pense vraiment qu'il prend du plaisir à les tuer. Enfin, il y a un côté vraiment... À tuer l'oiseau, dans la répétition, mais pourquoi l'oiseau plus que le lapin et le taupe? Je pense que, alors, je sais pas si dans son inconscient, c'est plus important, ou peut-être c'est peut-être plus tabou, vu que ses grands-parents l'ont interdit, mais je pense qu'il y a un côté vraiment de prise de plaisir. Ouais, je pense qu'effectivement, le côté interdit tabou joue vachement, en fait. Le fait de se dire que finalement, on a tous cette sensation d'être un peu plus fort que les autres si on arrive à briser une règle ou à la dépasser. Et je pense que ça doit jouer, en fait, sur le fait. Mélissa ? Oui, je suis d'accord. Pour rebondir avec juste ce que tu disais un tout petit peu avant, effectivement, sa grand-mère a toujours un truc à leur reprocher. J'avais lu, parce que, bon, quand on est comme ça, on se dit, mais quoi, par exemple, on a envie de demander. Et il y avait un exemple très, très, très concret où, en fait, tu disais que Ed mettait les gens mal à l'aise, et en fait, c'était par un comportement où, de temps en temps, il avait un peu les yeux dans le vague, tu vois, genre... un peu vide, un peu les gros yeux vides, et genre on lui parlait et il y avait personne, tu vois. Et sa grand-mère pensait qu'il faisait ça pour faire peur, en fait, pour acte, enfin pour faire semblant, je suis fou, etc. Et elle supportait pas, et elle pensait que c'était de la provocation, alors qu'en réalité, c'était pas de la provocation. Et du coup, à chaque fois, elle lui disait arrête de faire les yeux dans le vague, arrête de faire les yeux dans le vague. Donc du coup, encore une fois, on avait une attaque à qui il était et à quelque chose potentiellement qui pouvait pas changer. Donc du coup, il était aimé nulle part, en fait. Effectivement. 27 août 1964, c'est le moment où tout bascule. Ed, jusque-là, a déjà eu des pensées violentes envers Maud, envers sa grand-mère. Très régulièrement, quand elle l'engueulait, il se voyait déjà lui faire du mal. 27 août 64, c'est là où il passe la ligne. Ed prend son fusil pour aller tuer des taupes dehors, alors qu'il est en train de s'engueuler, enfin que sa grand-mère est en train de l'engueuler. Au moment où il sort, sa grand-mère lui rappelle pour la énième fois de ne pas tuer les oiseaux. Et là, c'est le déclenchement de tout. Ed, rageur, fait demi-tour, prend son fusil et lui tire une balle dans la tête directement. Elle tombe sur la table, il lui tire 2 fois en plus dans le dos pour s'assurer, on va dire. Il prend le corps et il va le déposer dans son lit. Là, c'est quand même complètement fucked up comme passage, quoi. On a vraiment le... En plus, rien ne trahit, en fait, la façon dont c'est dit, dont c'est raconté. Il n'y a rien qui trahit le truc, en fait, Martin. Et puis, il faut rappeler qu'il a donc 14 ans, quoi. Ouais. Oui, effectivement, bien à préciser, il a 14 ans. Il vient de tuer quelqu'un, il vient de tuer sa grand-mère, en plus. À ce moment-là, donc, il a ramené le corps sur le lit. Il entend son grand-père. Alors, il admire ce corps. Il se pose pendant un très long moment devant le corps. Il admire ce moment. Il est satisfait de lui-même. Il expliquera il se sentait en harmonie avec lui-même à ce moment-là. Il entend son grand-père revenir des courses. Et là, en fait, il réalise tout ce qui se passe d'un coup. Mais c'est intéressant parce que son cheminement, il va pas être de dire on va me faire du mal ou on va m'engueuler pour ça. Il expliquera après. Il sait pas comment faire. Il est paniqué. Il va voir son grand-père et là, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où son grand-père est en train de décharger les courses, il lui tire une balle dans la nuque pour le tuer. Il prend le corps et il le traîne dans le garage. Et là, il est complètement perdu par la situation parce que c'est un événement qu'il n'avait pas prévu dans sa timeline, dans sa façon de faire les choses. Il appelle la seule personne qu'il pense pouvoir l'aider. Et là, c'est qui, Pierre? Sa mère. On en revient encore une fois à ça. Il appelle sa mère et malgré tout ce que sa mère peut dire sur lui, malgré tout le mal qu'elle peut penser de son fils, elle lui donne des conseils. C'est quand même affolant, Mélissa. Oui, c'est totalement fou, encore une fois, de revenir vers elle. Et en plus de ça, il va l'écouter. C'est-à-dire qu'elle va lui dire attends la police, appelle-les et en gros, dis que c'est toi, dis la vérité. Et en fait, il va l'écouter. Donc, je voulais aussi rajouter autre chose. Tu m'y as fait penser par rapport avec tout ton passage sur qu'est-ce qu'il a ressenti, en tout cas, qu'est-ce qu'il a dit ressenti. En tout cas, qu'est-ce qu'il a dit avoir ressenti auprès du corps de sa grand-mère. Il y avait un truc qui m'avait marqué. Il a dit en prison, mais ensuite il a désavoué, enfin bref, mais qu'il avait par la suite vu ça comme une occasion manquée de déshabiller sa grand-mère et de voir. Et du coup, en fait, c'est ce qu'il va faire après avec toutes ces victimes femmes. Et du coup, déjà là, en fait, on a l'envie de s'approcher des femmes, de la chose dont toute sa vie on lui a dit tu pourras pas t'en approcher, ça sert à rien. Sans plus de détails, je lisais partout que Ed avait vraiment une admiration, en tout cas il voulait absolument
connaître des choses sur le sexe sans pouvoir savoir. Et donc du coup, en fait, je trouvais ça hyper intéressant de se dire que c'était pas seulement la tuer, donc symboliquement la faire taire, mais c'était aussi s'approprier son corps et voir quelque chose qui lui était défendu jusqu'à présent. Effectivement. Pierre ? C'est ça qui est intéressant justement, c'est la différence de traitement. C'est-à-dire que sa grand-mère, il la ritualise en fait en la mettant sur le lit, et son grand-père, c'est vrai que pour le coup, c'est plus un meurtre de réflexe. Oui. Et c'est vrai que c'est là où on voit en fait qu'il a une différence entre un meurtre vraiment ritualisé dans son esprit et un meurtre de réflexe parce qu'il était là où il fallait pas être à ce moment-là en fait. Il a même dit que son grand-père c'était pour le protéger en fait de découvrir sa grand-mère morte quoi. Exactement, et en fait il en fait un meurtre de pitié en fait. C'est ça qui est fou, c'est que dans sa réflexion, il a voulu protéger son grand-père en le tuant au lieu de découvrir ce qu'il avait fait et d'avoir une crise cardiaque en le découvrant. Et c'est quand même fou. Et en fait, il expliquait aussi qu'il voulait qu'ils soient tous les deux au paradis, et c'est pour ça qu'il l'a tué tout de suite, pour qu'ils puissent se retrouver tout de suite. Ce qui est presque un acte de foi en fait, c'est incroyable. Donc effectivement il a appelé sa mère, elle lui dit d'avouer les meurtres, il appelle le shérif, la police arrive, il explique ce qui s'est passé avec sa grand-mère et pourquoi il a tué son grand-père juste derrière. Il est jugé très rapidement derrière, je crois en décembre de la même année, jugé non responsable de ses actes, le 6 décembre 1964, voilà, enfermé à l'hôpital d'Atascadero pendant 5 ans. Ce passage à l'hôpital va lui servir malheureusement énormément à sa vie future et à ce qui va se passer en fait. Il va apprendre énormément de trucs. Dans un premier temps, il va apprendre ce que les autres pensent de ses crimes à lui, donc la vision des autres sur lui-même. Il va aussi beaucoup s'investir dans l'hôpital où il est enfermé. Il va apprendre le langage du traitement psychiatrique, donc le langage verbal, non verbal, pour montrer comment on peut guérir et comment on peut évoluer de façon positive pour les médecins. Il va être employé dans le labo de psychologie et aider pour les tests à passer sur d'autres patients. Il va lier la violence et le sexe à travers les récits, parce que dans l'hôpital en fait a beaucoup de patients de violeurs violents, et en fait il va écouter énormément ses patients et du coup il va lier dans son esprit le sexe et la violence. Pour lui ça va devenir quasi indissociable. Il va beaucoup apprendre et ça c'est ce qui m'a moi le plus choqué, dans le sens terrible en fait, c'est que ça l'entraîne. Il y a un véritable entraînement à travers tout ça, parce que en écoutant justement les violeurs qui sont sur place, les tueurs qui sont sur place, il va apprendre des erreurs qu'ils ont commis. Il va écouter leurs histoires, comment ils se sont fait attraper, quelles erreurs ils ont fait, à quel moment ils auraient dû faire autrement, et lui va apprendre de ça, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais Ed Kemper c'est une personne qui est extrêmement intelligente. Il a été, alors je vais pas dire diagnostiqué, mais son QI a été calculé entre au moins plus que 130, ce qui en fait un vrai génie en fait. Donc tout ça, il va l'apprendre, il va boire toutes ses connaissances, il va se les approprier. Et l'une des dernières choses qu'il va faire avant de quitter cet hôpital, c'est qu'il va affirmer avoir trouvé la foi et il va se mettre à lire la Bible. Martin ? Oui, je savais pas ça, qu'il avait dit qu'il avait trouvé la foi, mais... Et je pense que ça fait partie du personnage dans le sens de montrer qu'il a évolué et qu'il a guéri. Mais justement, c'est de ça dont je voulais parler, c'est que ça va être une des premières grandes occasions qu'il va avoir d'exercer son pouvoir de manipulation auprès de son entourage. Et là, il va, pendant 5 ans, donc oui, tu as bien expliqué qu'il va apprendre de ses codétenus. D'une part, il va apprendre ce qu'il peut faire comme méfait, s'inspirer et s'en inspirer plus tard dans ses propres crimes à venir. Et d'autre part, il va aussi apprendre ce qu'il ne faut pas faire pour se faire attraper. Et ça, c'est terrifiant, quoi. Et surtout, il a eu, c'est là où effectivement, je pense qu'on peut parler de génie, parce que on est en 1964. Ouais. On est quand même à... Bon, la psychologie est encore une science nouvelle. Lui-même n'est pas allé beaucoup à l'école. Donc c'est avec son intelligence qu'il a réussi, en écoutant, en observant son environnement, à comprendre ce que c'était que la psychologie et à comprendre comment il allait pouvoir faire pour duper tout le monde autour de lui. Et il va à partir de là, il va pas arrêter de duper tout le monde, duper son entourage, duper les policiers, et continuer même après son arrestation et dans sa vie de prisonnier. Et
Et donc, c'est ce qui va lui permettre, mais je pense que tu vas en parler après, mais de sortir une première fois de cet hôpital psychiatrique qui est aussi un établissement pénitentiaire, du coup. Oui, parce qu'en fait, il est chez les adultes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'hôpital psychiatrique ou pour enfants, en fait, donc il était obligé d'être traité là-bas. En simulant sa guérison et en bernant complètement les psychiatres. Et il y aura un épisode qui sera encore plus fou que ça après. Oui, mais on y reviendra. Donc effectivement, 5 ans après, il est libéré. On est en 1969, il a alors 21 ans. Oui, Mélissa ? Oui, j'avais lu un truc très intéressant. Moi, vous avez remarqué, j'aime bien à chaque fois replacer dans le contexte parce que c'est vrai que nous, on est nés dans les années 90, donc on ne sait pas... Comment ça 80 ou 90. Attention. Mais toujours est-il qu'on ne connaît pas les années 60 et les années 70. Et du coup, il faut s'imaginer aussi un truc auquel on ne pense pas forcément, c'est que quand il sort de prison, l'ambiance n'est plus du tout la même que quand il est rentré. Effectivement. C'est-à-dire qu'on passe d'une Amérique très très conservatrice avec Nixon, avec des gens comme ça, qui sont sur, pas travail, famille, patrie, mais presque, ajouter bien évidemment la religion, mais à un climat qui est beaucoup plus flexible, qui est beaucoup plus chill, la politique, les mœurs, tout se détend, c'est le flower power, les gens font beaucoup sont libérés en fait, tant au niveau des vêtements. Il a dit que quand il est sorti, on le prenait pour un wasp en fait, parce qu'en fait il avait ses petites lunettes, il avait sa moustache, il avait ses costumes, et les gens lui disaient mais mec, d'où tu viens en fait? Et du coup il le portait sur lui d'avoir été pendant ces 5 ans totalement hors de ce qui se passait dans l'Amérique, et un peu à l'instar d'un taxi driver, en fait ça le dégoûte, et il va se mettre à... Alors soit c'est post-rationalisé, soit c'est avant, on ne sait pas, mais en tout cas à détester ces jeunes gens insouciants, parce qu'en fait ils se sentent exclus tout simplement. Et donc du coup, dans la figure de l'autostoppeuse, il y a tout qui est cristallisé, j'ai envie de dire, la liberté et l'exclusion, parce que en fait, si ces filles lui parlent, c'est uniquement pour un service. Et dans la vraie vie, il ne pourrait pas les approcher. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il va se mettre à détester tous les hippies en fait, de l'époque, les cheveux longs, ces personnes qui prennent pas soin d'eux pour lui, en fait. Mais en fait, c'est pas pas les hippies en soi, féminins, qui va prendre en chasse. C'est vraiment un autre type de personnalité. Donc je disais 69, il a alors 21 ans, il est placé en liberté conditionnelle, il s'inscrit à l'université, il se comporte très exactement comme on lui demande de se comporter pour au moins montrer qu'il est guéri, jusqu'à ce qu'il soit reconfié à sa mère peu de temps après, et là encore une fois, ça va être une nouvelle descente aux enfers, il fait que ça tout au long de sa vie. Sachant qu'en plus il est confié contre l'avis en fait des instances médicales. Enfin, oui, parce qu'à la base il cherchait à le replacer chez son père, mais celui-ci a disparu, injoignable, donc par logique on est obligé de le renvoyer chez sa mère. Donc Ed est maintenant assez âgé, il peut se permettre finalement de répondre aux brides de sa mère, il n'est plus juste un enfant qui prend la dispute, c'est lui qui peut même en provoquer, et tout devient de plus en plus violent. Et c'est à cette époque qu'il va commencer à fréquenter le jury room, avec mon accent. Martin, quel est cet endroit pour lui finalement? Ouais, c'est un truc complètement fou en fait. Le jury room, c'est un bar fréquenté par les policiers de la ville. Alors je sais plus où il était à ce moment-là, c'était à Santa Cruz ou je sais plus où. Bref, c'est en Californie toujours de toute façon, puisqu'on l'a surnommé l'ogre de Santa Cruz, je crois. Ouais. Bref, c'était un bar fréquenté par les policiers. Il avait une fascination pour la police et les militaires. Et il a dit qu'il avait voulu devenir policier, qu'il n'avait pas pu à cause de sa grande taille. Là aussi, moi, je me méfie toujours beaucoup de son auto-storytelling. Je pense que c'est quelqu'un qui embrouille beaucoup, et y compris nous, en fait. Je pense que nous aussi, on est un peu embrouillés par ce qu'il raconte. Et je suis pas sûr que tout soit complètement vrai. Donc, il dit qu'il a pas pu devenir policier à cause de sa grande taille. Bon. Mais il a... pendant toute cette période, alors, je me souviens plus exactement la chronologie, parce qu'il y a un moment où il a vécu seul... et après il a dû retourner chez sa mère parce qu'il a eu des problèmes financiers. En fait pendant 18 mois, alors pour préciser ce passage, pendant 18 mois après la sortie de l'institut psychiatrique, il était en liberté conditionnelle. Là il a commencé à vivre seul,
Et sa conditionnelle a été reportée pendant 18 mois. Et en fait, il avait juste pas de boulot, pas de quoi subvenir à ses propres besoins. Donc, ils ont dû le replacer chez sa mère. Ouais, c'est ça. Et donc, dans ce bar, il s'est fait copain-copain avec tous les policiers de la ville. Donc, il l'appelait Big Head parce que forcément, il fait 2m10. Ouais. 2m10 et 140 kg, je crois, à l'époque. Tout le monde le connaissait, lui tapait dans le dos, et lui aussi. Et il était bien inséré dans le tissu policier. J'ai pas réussi à retrouver l'info, mais de mémoire, je crois qu'il a même eu un date avec la fille d'un policier, du chef de la police d'ailleurs, et que je crois que c'est même le mec qui sera venu le chercher à la fin de sa cavale. On en reparlera. Et donc c'est un des premiers grands éléments du prix, et si je dis pas de bêtises, il a même continué à les fréquenter pendant qu'il commettait tous ses crimes après, et il se servait de ça pour essayer d'avoir des infos. Alors ça aussi, j'ai un doute sur le passage, mais en tout cas il l'entendait facilement que les recherches il espionnait des n'étaient pas généralement très poussées, parce que ça restait des fugueuses en général, des fugueuses. C'était l'époque qui valait ça en fait. Les gens fuguaient facilement, et du coup on cherchait pas vraiment les personnes. Et l'autre point aussi sur cette même période, mais tu vas peut-être en parler là, c'est comment il a géré sa conditionnelle et son casier judiciaire. Vas-y. C'est ah oui, le casier c'est un peu après, effectivement. Un peu après, on en reparlera après les premiers meurtres. On en reparlera après. Effectivement. Alors on arrive à son premier emploi. Il va trouver un premier emploi stable. Il va devenir motard dans la division des autoroutes californiennes. Alors, le côté moto, ça fait encore une fois assez américain, assez héroïque, donc ça lui plaît énormément. Il arrive à quitter sa mère, donc il a son propre appartement, bien que ça n'empêche pas à sa mère de le critiquer. Et il s'achète une voiture qui ressemble assez fortement à une voiture banalisée de police. Et commence alors là ici son entraînement entre guillemets pendant plus d'1 an. Il va faire quoi d'ailleurs, Martin? Sa mère travaillait sur l'université, sur le campus de l'université, ce qui lui permet de récupérer un autocollant qui colle sur sa voiture, qui lui permet lui-même de rentrer sur le campus en bagnole. Et il va se servir de ça pour embarquer des autostoppeuses, des étudiantes qui font de l'autostop sur le campus, mais plutôt dans les zones un peu désertes du campus pour pas qu'on le remarque. Et pendant 1 an, il va prendre il dit qu'il a pris 150 filles en stop, et juste pour travailler comment il les mettait en confiance dans la voiture, pour voir comment se passait le rationnel. Donc il testait des choses, il testait des conversations, il leur parlait, il lançait des sujets de conversation, et il faisait tout pour voir comment il allait réussir à les mettre en confiance pour les embarquer le plus loin possible pour commettre ses méfaits. C'est comme en marketing, on dit tout le temps. Il faut tester, il faut faire des tests, il faut faire de l'A/B testing. Lui, il a fait de l'A/B testing pendant 1 an avec des autostoppeuses. Mais c'est ça qui est fou, parce que 150 filles, ça fait quasi une tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ouais. Et c'est affolant. Mais ça... Effectivement, du fait de sa grande taille, il fait un peu flipper, et du coup il va tout faire pour accentuer sa bonhomie et faire le mec un peu bénet, un peu gentil. Et il dira même de manière très très concrète que quand il voyait une fille qui faisait de l'autostop, il avait pris l'habitude de regarder l'heure qu'il avait affichée sur sa bagnole pour faire le mec, bon je suis en retard, mais du coup bon je regarde l'heure, est-ce que c'est bon? Bon ok, ça va, j'ai peut-être le temps. Donc en fait pour faire le mec pressé, qui avait autre chose à faire, qui était attendu. Donc tout ça en fait c'est des trucs comportementaux induits, sociaux, dont on n'est même pas conscient, qui font que les filles lui faisaient confiance. Il expliquait même que après la découverte des corps, les filles continuaient à faire de l'autostop. Bon après c'est aussi prendre aussi en considération des choses matérielles, c'est qu'en fait l'université était très loin, était très mal desservie, pas tout le monde avait une voiture, donc en fait pour aller à l'école, soit on marchait pendant très longtemps, il y avait des pentes, donc le vélo c'était à oublier. Donc voilà, il y avait énormément d'autostop. Et pendant qu'il y avait déjà eu les meurtres, les filles rentraient et parlaient avec lui de ça, et lui disaient quel type d'homme elles voyaient que ce serait, qui aurait commis ça, etc. Donc des trucs totalement surréalistes où elles étaient dans la gueule du loup sans même s'en rendre compte. Et ça c'est complètement dingue, quoi.
C'est important parce que c'est tout un processus d'intégration en fait. Enfin, c'est quelqu'un qui a toujours été mis de côté en fait. Et le fait en fait de se donner une sorte de planning, le fait d'expliquer qu'il a des choses à faire et tout ça, et même par rapport au fait par rapport à la police. Quand il était donc avec ses potes flics dans le bar, ils lui ont donné un faux badge de recrue. Et c'est vrai qu'il jouait ce rôle en fait du flic. Enfin, il jouait vraiment le rôle de la personne qui veut s'intégrer dans une société qu'il a rejetée en fait. C'était vraiment très important pour lui. Ouais. Et on retrouve en fait encore une fois le pattern du serial killer, c'est qu'il met en place son propre cheminement de comment arriver au meurtre parfait, genre en étant sûr de soi et ne rien foirer du tout et arriver à ce que je veux, avec tout l'entraînement qu'il y a eu dans l'hôpital psychiatrique, en faisant attention aux erreurs à ne pas commettre, en jouant sur le verbal, sur le non-verbal, sur le comportemental. Et en fait, tout ça, ça va amener au premier acte, 7 mai 1972, Marianne Pess, je ne sais pas comment on prononce, 18 ans, Anita Lucchese, une petite blonde du même âge, 2 étudiantes de l'université de Fresno, qui font de l'autostop donc pour rejoindre l'université de Stanford, après avoir passé quelques jours près de San Francisco. Elle monte dans la voiture. Kemper donc, commence le dialogue avec eux. En fait, il les questionne rapidement sur qui elles sont, où elles vont, ce genre de choses. En fait, il se rend très vite compte qu'elles ne connaissent pas du tout la région. Elles ne sont pas du tout du coin. Et donc lui, en fait, ça joue encore en sa faveur, parce elles sont censées aller vers le sud. Lui commence à aller vers l'est. Elle voit que dalle. Il arrive près d'une forêt. Et finalement, là, il était équipé. Donc, il avait équipé sa voiture. Il avait même fait une cache dans le siège pour pouvoir cacher un flingue à l'intérieur, des menottes, tout son petit établi de serial killer. Et en fait, là, il s'arrête en pleine forêt. Il sort son pistolet. Il les pointe sur les étudiantes. Et là, ça part exactement dans la direction qu'il avait souhaité. Anita, donc une des 2 jeunes filles, commence à se recouvrir sur son siège, commence à pleurer. L'autre est assez confiante. Elle essaye de lui parler, elle essaie de le convaincre de les relâcher et que tout peut bien se passer, ce qui a pour résultat finalement de l'énerver un peu plus. Il s'arrête dans un endroit désert au milieu de la forêt. Il enferme Anita dans le coffre de la voiture. Il menotte Marianne et la fait s'allonger sur le ventre, sur le siège arrière. Il essaye de l'étrangler, il essaye de l'étouffer, il voit que ça ne fonctionne pas, donc il commence à être frustré et énervé. Il sort son couteau, il la frappe à plusieurs reprises. Marianne meurt sur le coup, ne meurt pas sur le coup et continue à se débattre. Il la poignarde de nouveau. Donc tout ça, c'est très brouillon encore. Elle tente de lui parler alors qu'elle est mourante. Il sait pas trop quoi faire. Il se retrouve finalement un peu hébété par la situation et là, il lui tranche la gorge. Il s'assit sur le siège avant. Il est complètement hagard, couvert de sang, heureux mais un peu dans sa bulle, ne se rend pas encore compte de ce qu'il vient de faire. Il ouvre le coffre. Anita, qui était enfermée à l'intérieur, le voit couvert de sang. Elle est terrifiée. Elle lui obéit lorsqu'il lui dit de sortir du coffre. Il prend un autre couteau, encore plus large, et là, il la poignarde. Elle se débat, elle hurle. Il la repoignarde encore en pleine poitrine jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Il la décapite. Dans le coffre de sa voiture, il remonte à l'intérieur et pousse le corps qui avait déjà là, donc de Marianne, sur le plancher en la recouvrant d'un drap pour ne pas attirer l'attention. Il conduit pendant un moment en se demandant quoi faire. À ce moment-là, il vit en colocation. Son colocataire est absent. Il décide d'emmener les corps des 2 jeunes femmes donc, dans son appartement. Il les déshabille, il les photographe. Il trouve le peu d'argent qu'elles ont sur elles, il les garde. Il recopie les pièces d'identité, il brûle le tout. Il commence à démembrer la tête de Marianne, donc il n'avait pas fait. Et il a des relations sexuelles avec les morceaux restants. Il les transporte dans des grands sacs poubelles et il les enterre dans un coin reculé au sauvage au-dessus de Santa Cruz. Il va garder en fait les trophées des têtes pour chez lui et plus tard il les jettera dans un ravin. C'est quand même deux meurtres directs. En plus, un double meurtre, c'est quand même... Quand on connaît un peu l'histoire de plusieurs serial killers, c'est un moment important pour un serial killer. Et là, il se permet de le faire directement. C'est extrêmement brouillon. C'est malgré tout très cadré à la base, mais ça ne se passe pas exactement comme il le pensait. C'est fou, non Pierre, Martin? En fait, c'est comme on disait au début, ça revient totalement à... il y a un côté vraiment fondateur dans ce qu'il avait fait à son chat. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que plus que le meurtre, c'est vraiment aller... dénaturer le corps en fait, c'est que le corps n'est plus rien, c'est un objet comme un autre et c'est juste son objet de fantasme sexuel en fait, ça n'a rien d'autre qu'une existence de chair en fait. Martin? Ce qu'on a oublié de repréciser, que j'ai pas reprécisé tout à l'heure, c'est que
pendant toute cette période où il a pris des autostoppeuses pour s'entraîner, lui, il a toujours dit qu'en fait, en gros, il avait cette pulsion en lui qui montait, mais que il savait pas s'il le ferait un jour ou pas, mais en gros, il se préparait quand même en prévision du moment où la pulsion serait trop importante. Et c'est quelqu'un qui, quand on l'écoute parler, qui a un peu tendance à un peu s'amender de ses crimes en disant que finalement... moi je suis malade et puis voilà, c'est comme ça, mais parce que ces reconstitutions des crimes, on les a que grâce à lui, c'est lui qui les a racontées. Effectivement. Ouais. Donc on sait pas, peut-être qu'il y a des choses qui sont fausses, peut-être qu'il y a des choses qui sont exagérées, et je me pose toujours la question en fait de ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé, ou est-ce que c'est pas encore une fois son storytelling qui nous embarque dans un truc? On saura jamais. On saura jamais, clairement. Tu voulais réagir ? Oui, je voulais juste dire un mot à propos de... Tout à l'heure, tu as juste titre souligné que le type de personne qui va prendre en autostop et donc qui va cibler pour en faire ses victimes, ils sont ces femmes, elles sont très spécifiques et si je puis dire... entre gros guillemets, elles répondent à un cahier des charges qui lui-même s'est fixé dans sa perversion, son fantasme, qui sont en fait les filles de l'université où travaille sa mère. C'est-à-dire que ce sont des femmes dont potentiellement sa mère, en tant que secrétaire qui travaille à l'administration, peut entendre parler, qui de surcroît en fait sont des femmes que sa mère ne veut pas lui présenter, parce qu'à chaque fois, en tout cas il a fait mention de plusieurs fois où il a demandé à sa mère de lui présenter des femmes et qu'elle lui disait non, je te présenterai pas les femmes de l'université, mais à la place elle lui présentait donc des femmes comme elle, c'est-à-dire d'après les mots d'Ed Camper qui étaient assez grandes, assez larges et un peu bizarres. Donc du coup en fait là aussi on peut voir un espèce de déplacement du sujet parce que ce sont des femmes qui sont proches de ce que sa mère lui a toujours dit qu'il n'aurait jamais. Oui, effectivement. Après ça, les deux jeunes femmes sont déclarées disparues quelques jours après. On est le 11 mai 1972 et comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, l'enquête ne va pas vraiment être menée finalement. On est dans une période où les jeunes de l'époque fuguent très facilement. Personne ne va vraiment vouloir savoir ce qui s'est passé. 4 mois plus tard, 14 septembre 1972, et ça va être son troisième meurtre finalement, il prend en stop Aiko Koo, donc une danseuse d'origine coréenne de 15 ans, qui se rendait à son cours de danse. Elle en a marre d'attendre le bus, grosso modo. Il la prend en stop à ce moment-là. Il se dirige vers le sud. Elle comprend très rapidement que quelque chose se passe très mal et il va lui sortir en fait son pistolet à ce moment-là. Elle va très vite paniquer, mais il va se passer un truc super intéressant. Attention, gros guillemets quand je dis ça, c'est que il va discuter avec elle et en fait il va lui faire comprendre ou lui faire croire qu'en fait le pistolet n'est pas là pour elle mais pour lui. Et en fait il va lui faire croire qu'en fait qu'il avait l'intention de se suicider. Et elle va être finalement prise d'une certaine façon dans le côté du syndrome du héros où elle va essayer finalement de le sauver à travers ça. Et donc en fait ils vont rouler pas mal de temps, elle va énormément discuter avec lui et il va même arriver à la convaincre, et c'est là que j'ai du mal à croire et je pense qu'on est vraiment dans le storytelling de Ed Camper. Il va la convaincre de se laisser attacher, de se faire bâillonner, et là il va tenter directement de la faire suffoquer, de la tuer. Bon, elle va tomber dans les pommes très rapidement. Elle va se réveiller un peu de temps après. Là, il va réussir finalement à la tuer en l'étranglant. Il l'allonge sur le sol, il la viole. Je crois qu'elle est encore vivante d'ailleurs à ce moment-là. Si je ne dis pas de bêtises, je relis mes notes. Mais oui, elle est encore vivante au moment où il la viole. Et ensuite, il l'étrangle avec sa propre écharpe. Il enveloppe le corps dans un drap et il l'enferme dans son coffre. Mélissa ? Oui, toujours pour continuer sur cette histoire de storytelling et de mettre un peu, voilà, aussi Ed Camper face à ses contradictions, parce qu'il a beaucoup parlé, mais l'avantage du coup, c'est que nous, on peut beaucoup lire et beaucoup recouper des choses. Et je crois que c'était Stéphane Bourgoin qui le mettait un peu face à ça en lui disant, t'as toujours dit que tu tuerais pas les enfants, donc on a un peu ce côté code d'honneur, etc. Or, cette victime, elle a 15 ans, donc elle est vraiment très, très, très jeune. Elle entre à peine dans la puberté, etc. Et la façon dont Ed va se défendre de ça, elle est intéressante. C'est qu'il va un peu, laconique. Oui, c'est vrai qu'elle est jeune, c'est
presque une enfant. Mais moi je pense, en gros c'est ces mots, moi je pense qu'elle savait très bien ce qu'elle aurait dû faire et surtout ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Donc on a encore un peu ce truc de la punition qu'on retrouve aussi chez certains serial killers, ce côté moraliste. Alors après, encore une fois, est-ce que c'est de la post-rationalisation comme pour d'autres serial killers qui blâment la pornographie ou d'autres choses pour leurs mots? En tout cas, je trouve ça intéressant de voir qu'il n'avait pas tant un code d'honneur que ça. Je pense qu'en fait, il se dédouane aussi un petit peu, quoi. C'est-à-dire que là, il commence à comprendre vraiment à comprendre, à plus ou moins analyser ce qui l'attire dans ces femmes-là. Et je pense que juste il se dédouane, en fait, quand on le met face à un problème. C'est-à-dire que personne ne lui aurait posé la question. Je pense que lui, il aurait vécu ça de manière neutre, on va dire. Là, comme on le met face à ces contradictions, il va justement botter en touche, comme il fait d'habitude, en fait, pour essayer de trouver une normalité dans ses actes, en fait. Donc, intéressant après ce qui va se passer après le meurtre de cette jeune fille. Il va aller dans un bar. Donc, la jeune fille est encore dans le coffre. Elle est recouverte d'un drap. Il va dans un bar. Il va prendre quelques bières. Il va sortir du bar, rentrer chez sa mère, garder le corps dans le coffre, rentrer chez sa mère, discuter avec sa mère quelque temps, attendre qu'elle sorte, va prendre le corps dans le coffre et le monter dans la chambre pour pouvoir l'utiliser comme il l'aurait fait, comme il le fera, on peut s'en douter. Et en fait, il va avoir une double satisfaction. C'est de pouvoir rapporter en fait une fille chez lui, même si elle est morte, de pouvoir l'utiliser comme un jouet sexuel, et en plus d'avoir embobiné sa mère, d'avoir réussi à la tromper elle sur ce qui s'est passé dans sa propre maison. Évidemment, à la fin, il va démembrer le corps, couper les mains, couper la tête, découpe des lambeaux de chair qu'il va mettre au réfrigérateur. Il va glisser le reste dans des sacs poubelles. Et c'est là où on va venir à un moment assez intéressant, encore gros guillemets sur ça, assez fou de sa vie, c'est que le lendemain, pendant qu'il va se préparer à manger, il va prendre ses morceaux de chair, les cuire, et il va les dévorer en fait avec des macaronis au fromage, quoi. Donc c'est complètement fou comme idée. Martin ? Oui, c'est cet épisode-là qui a contribué à ce qu'il soit aussi le personnage modèle pour Thomas Harris dans Le Silence des agneaux, pour Hannibal Lecter. On a oublié de le dire, mais... Juste, oui, effectivement, c'est un gros sujet. Mais oui, non, enfin, oui et non, c'est un gros sujet, oui et non, c'est juste... c'est un gros sujet, c'est un exemple assez imposant pour ça. Ouais, mais je pense que il y a ça, et puis il y a surtout toute sa collaboration avec la police en prison, surtout tout ça qui a conduit à l'identification, mais ouais, donc ça a été... je crois que c'est le seul acte de cannibalisme qui revendique. Absolument. On a vu que c'était un provocateur, en fait, qu'il aimait aussi briser les tabous, et régulièrement, je me demande s'il l'a vraiment fait ou s'il a juste dit ça pour... casser encore quelque chose. Pour dire, je brise les tabous, je brise tous les tabous et je brise tous les interdits. On saura jamais. Je rejoins assez sur le côté est-ce qu'on doit y croire ou pas. Je pense que, de mon avis, je pense pas qu'il soit allé aussi loin à chaque fois. Mais bon, ça fait partie de sa propre analyse et finalement de son histoire. Pierre ? Après, dans une logique de possession, c'est possible. Ça serait pas étonnant en fait qu'il ait vraiment voulu intégrer totalement les victimes comme il voulait le faire à la base. Ouais, pourquoi pas. Mais après, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que le storytelling est quand même important dans ces témoignages. Ouais. En fait, c'est d'ailleurs la phrase, je l'ai sous les yeux, qu'il dit, c'est poursuivre mon expérience cannibalistique et pour posséder à nouveau ma victime en les mangeant. Donc effectivement, c'est ce qu'il leur a dit. Le samedi suivant, on est le 16 septembre. Et là, c'est complètement fou, encore une fois. Il rend visite à 2 psychiatres pour tenter de faire effacer son casier judiciaire. Sur le chemin pour rendre visite à ces psychiatres, il jette régulièrement des morceaux de sa victime sur la route. Il s'arrête, il les jette, il repart. Mélissa ? Ça aussi, c'est très cinématographique. Clairement. Et c'est très anecdotique je m'en foutise, mais de ce côté, vous me prendrez pas des serial killers qu'ils adorent mettre en pratique, en fait. Et c'est amusant parce que finalement, on le verra plus tard, mais c'est un truc qui va vite le faire peur. Parce que quand les morceaux sont retrouvés, il va quand même paniquer sur le fait de se faire arrêter. Donc il se rend vers voir des psychiatres. Il a un objectif en tête, c'est de se faire effacer son casier judiciaire pour pouvoir avoir un port d'armes légal.
Et c'est quand même fou, c'est qu'il va y arriver. Ouais, donc pour la dernière visite, avec un corps dans son coffre. Exactement. Alors, il va réussir une fois de plus à duper les psychiatres pour faire effacer son casier judiciaire pour pouvoir avoir une arme officiellement. Exactement. Qui va utiliser pour commettre des crimes. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Alors effectivement, les deux psychiatres vont intercéder en sa faveur. Le tribunal va juger OK d'effacer son casier judiciaire. Je ne sais pas dans quel monde on peut vivre ça, mais pourquoi pas. Par la suite, Ed Kemper, qui faisait donc beaucoup de motos par son emploi, a eu un accident de moto. Alors ça, c'était un peu avant. Il a eu un accident de moto grave qui lui a fait très mal au bras. Et il n'a jamais pu reprendre son emploi derrière. Et donc, il fut forcé, encore une fois, de revenir chez sa mère, ce qui ne va pas arranger la fin de sa vie. Et il avait, on l'a pas précisé, mais il a toujours eu aussi beaucoup de problèmes d'alcoolisme. Oui, effectivement. Et plus il était proche de sa mère, et plus il était alcoolique, quoi. Ouais, et on verra sur la fin, c'est ce qui va déclencher énormément de choses. Je vais pas faire le récit précis de toutes les victimes qui vont s'enchaîner, mais grosso modo avec les dates, on est en 8 janvier 73. Cynthia Scall, 18 ans, avec qui il va jouer pendant des heures, il va la terroriser en lui parlant pendant 2 ou 3 heures, puis la tuer de balles avant de la ramener chez sa mère pour, encore une fois, avoir des relations sexuelles avec son corps et la démembrer. 5 février 73, Rosalind Thorpe, 23 ans, et Alice Leroux, 21 ans. C'est absolument horrible. Et tu vois, ce que disait un peu Mélissa sur le côté rassurer les autostoppeuses. Il prend en autostop Rosalind Thorpe, il continue à rouler, il croise une deuxième autostoppeuse, donc Alice Leroux, 21 ans, et cette dernière, en fait, voit qu'il y a déjà une nana à l'intérieur et se dit « c'est bon, c'est safe, je peux y aller ». Elle monte à l'intérieur. Au moment où elle rentre à l'intérieur, je crois qu'il perd même plus de temps. Il sort son arme, il tue la première, il parle avec la seconde et il la tue. Il roule. Je crois qu'il la tue même pendant qu'il roule. Il s'arrête même plus. Il a tellement confiance en lui qu'il fait n'importe quoi. Elles finiront bien sûr décapitées. La police va mettre plusieurs personnes sur les affaires. Les meurtres, en fait, on les situe pas, mais ont lieu dans 4 comtés différents. Donc finalement, il y a énormément d'équipes de police qui se mettent sur les affaires, mais rien n'aboutit. C'est là où, ce que disait Martin, c'est que Kemper va être assez prudent. Il va il va se séparer de tous les objets qu'il avait gardés ses victimes, aussi bien les têtes, les morceaux de chair que les bagues et les différents colibris qu'il pouvait avoir. Le 21 avril 1973, il arrive en fin de parcours quasi. Kemper est de plus en plus alcoolique du fait d'être chez sa mère et de prendre de plus en plus confiance en lui, de plus en plus sur les nerfs, et là il prend la décision qui va être finalement la dernière décision qu'il va avoir dans sa vie de serial killer, c'est tuer sa mère. Et juste pour resituer aussi, c'était à l'époque dans ce coin-là, en fait, vraiment autour de Santa Cruz et en Californie, il y avait d'autres tueurs en série en fait qui perpétraient des crimes, et c'était connu comme un peu le pire endroit du monde en fait. C'est un peu la capitale de l'horreur. Et c'est vrai que lui d'ailleurs avait été plusieurs fois vexé d'avoir certains de ces crimes qui avaient été justement attribués à Mullins. Herb Mullins, c'est ça ? C'est ça, ouais. On en reparlera plus tard. 21 avril 113, donc vers 4 ou 5 heures du matin, Ed Kemper se lève, il a un marteau à la main, il entre dans la chambre de sa mère et il la frappe de toutes ses forces à la tête. Il sort un couteau, il l'égorge, il la décapite en découpant son larynx. C'est un moment qui va être important, enfin cette précision est importante. Il prend le larynx et il le jette dans le vide d'ordures. Il utilise la tête de sa mère comme jeu des fléchettes, il la pose sur la cheminée et il va jouer aux fléchettes avec. Dans son récit, il dit avoir eu des rapports sexuels avec le corps. Alors apparemment, ça a été établi par la police. Je sais contraire, ça a été établi qu'il a eu des rapports sexuels avec le corps, mais lui, il a toujours nié. C'est plutôt ça. Il cache le corps dans une armoire, nettoie un peu toute la cuisine et quitte la maison. Durant l'après-midi, il se demande comment il va expliquer l'absence de sa mère, et il pense que si cette dernière doit partir en vacances parce que c'est la période de Pâques, le week-end de Pâques, ce serait vachement plus crédible s'il y avait quelqu'un qui soit parti avec. Donc il appelle une amie de sa mère, Sarah Hallett, pour l'inviter à dîner. Elle ne répond pas. Il commence à s'inquiéter. Sarah le rappelle vers 17h pour prendre des nouvelles. Il l'invite, et là, surprise pour elle, lorsqu'elle arrive, Ed Kemper l'assomme, l'étrangle. Il dira pour la première fois il a eu un orgasme au moment de l'acte du meurtre. Vérité ou pas, toujours un peu pareil. Il dépose le corps sur le lit, la tête enveloppée d'un sac. Il va boire quelques bières
au jury room, donc le fameux bar des policiers. Il retourne chez sa mère, il décapite le corps de Sarah Hallett et s'endort dans le lit de sa mère. Le lendemain matin, un dimanche, il place le corps dans le placard de la chambre. Il quitte la ville dans la voiture de Sarah Hallett, il conduit pendant des heures, il a peur d'être repéré, il change de voiture. Il conduit pendant plus de 2000 km, si je dis pas de conneries. Il fait une petite limitation de dépassement de vitesse. Il a une amende qui règle sur le coup. Le détail. Finalement épuisé après plus de 30 heures de route, il s'arrête à Pueblo dans le Colorado. Il allume la radio, mais tout au long du chemin, en fait, personne ne parle de la disparition de sa mère, du meurtre ou de sa mère ou de n'importe qui d'autre, enfin, ou de Sarah Hallett. Il se sent à la fois soulagé, déçu, désespéré. Il sait même plus où il est lui-même. Alors, j'imagine les 30 heures de route qu'il a dans le gosier, hein, c'est un peu dur avec tout ça, mais voilà. Il est partagé entre la peur d'être appréhendé, la frustration de ne pas l'être, et que personne ne semble s'intéresser à lui. Et là, il se retrouve dans une situation, ça me rappelle énormément le moment où il a tué sa grand-mère. Il ne peut pas appeler à l'aide, puisqu'il est la seule personne qui l'aurait dû appeler, en fait, il vient de la tuer. C'est quand même affolant, non, Mélissa ? Oui, je vais retourner un tout petit peu en arrière, je suis désolée. Vas-y. Pour souligner un truc que tu as dit, c'est l'importance du symbolisme. Quand tu parlais en fait de son larynx, en fait, lui-même a décrit ses cordes vocales, et donc il a apporté tout un soin, désolé, c'est vraiment glauque, à jeter les cordes vocales dans le broyeur. Bon, aux États-Unis, ils ont tout ça dans les éviers, ça broie en fait les aliments. Et en fait, le broyeur a pas réussi à les traiter, et puis elles sont ressorties. Et lui, en fait, dira, oui, évidemment, ça m'a pas surpris parce que depuis toutes ces années, elle me hurle dessus, etc. Ça m'a pas choqué, outre mesure. Et dans une version de ce que j'ai lu, des sévices, entre guillemets, qu'il a fait après avoir tué sa mère, apparemment, il aurait crié sur elle pendant 1 heure sur sa tête. C'est-à-dire qu'il y avait sa tête qui était posée, et avant de jouer aux fléchettes, on peut imaginer, après encore une fois, toute cette histoire d'embellissement, etc. Mais en tout cas, ça me paraît pas choquant qu'il y avait des choses à dire à ce moment-là, sans être coupé, évidemment. Et aussi, pour rejoindre cette histoire du symbolisme, je ne saurais pas dire avec précision, mais je sais qu'il a enterré des corps dans les parterres de fleurs de sa mère. Donc encore une fois, on a cette volonté de la souiller en déplaçant le sujet, quoi. C'est-à-dire que ce soit ses étudiantes, entre guillemets, que ce soit ses fleurs, il y a toujours un truc pour l'atteindre symboliquement, métaphysiquement, et inconsciemment d'en faire sa complice. D'ailleurs, il dira je mettais les têtes dans ses fleurs parce que ma mère voulait toujours qu'on la regarde d'en bas. C'est-à-dire, elle voulait toujours être surplombée, quoi. Enfin, surplombée, voilà. Le détail est intéressant. Mais d'ailleurs, en fait, notamment au niveau du cri, en fait, dans ce témoignage, encore une fois, à voir ce qu'il est vrai là-dedans, il évoquait le fait que c'était un déclencheur aussi chez les filles qui l'enlevaient. C'est-à-dire une fille qui commençait à crier ou lui parler très fort, en fait, ça déclenchait chez lui une pulsion de mort immédiate, qui n'était pas le cas justement quand la fille parlait, prenait le temps de discuter avec lui. Dès qu'il y avait un cri, ça le poussait tout de suite au meurtre. Ouais. Donc, 23ville il est acculé par sa propre situation finalement. Il fait le truc le plus fou qu'un serial killer pourrait faire, et pourtant on parle vraiment de folie en parlant de serial killer. Il va appeler la police lui-même. Donc ce qu'il a fait lorsqu'il a tué ses grands-parents, il va appeler la police, et il va se passer un truc assez intéressant, c'est que personne ne va le croire. Il va appeler une première fois, on va le reconnaître même en disant « Ok Ed, arrête de déconner, c'est bon, t'es bourré, raccroche ». Il va devoir rappeler une seconde fois, on va encore l'envoyer chier, et il va rappeler une troisième fois, et là il va commencer à donner des détails des victimes, de ses anciennes victimes. Et là on va commencer à le croire et à venir le chercher. Le problème, c'est qu'il a fait énormément de kilomètres, et il va même essayer de motiver les gens en disant « J'ai des armes avec moi, si vous bougez pas le cul, il va se passer des choses ». Je sais même pas comment réagir à cette situation, tellement c'est fou en fait. C'est que il s'est rapproché des policiers, il voulait en devenir un lui-même, il tue des jeunes filles, et il va qu'est-ce qui le pousse finalement à se dévoiler lui-même, à se confesser finalement à ça, Martin? Je pense qu'il était allé au bout de ce qu'il avait à faire en fait. Tout ce qu'il attendait dans sa vie, c'était de tuer sa mère, ou en tout cas de régler son mommy issue. Et là, il l'avait réglé pour de bon. Enfin,
il l'avait réglé en partie, parce que j'imagine qu'il a dû quand même l'emporter avec lui, même après la mort de sa mère. Et une fois que ça c'était fait, quoi. Et il s'est tourné vers la dernière figure paternelle qui lui restait, ce policier avec qui il avait de très bons rapports et dont il avait emmené la fille pour un date une fois. Et si je me rappelle bien, effectivement, ils l'ont fait poireauter des heures et des heures entre chaque coup de fil qu'il adressait au commissariat. Oui. Et il demandait à parler à ce type-là, et il lui disait non, on est en pleine nuit, t'as pas le droit de lui parler, t'attends demain matin, etc. C'était complètement surréaliste encore. Pierre, je me demandais aussi si c'est justement parce qu'effectivement il était en bout de course, il n'avait pas d'autre choix que de se dénoncer à ce moment-là, mais je me demandais vraiment aussi si pour lui c'était pas une répétition en fait. C'est-à-dire que le seul moment où il a appelé les flics, c'est quand il a tué sa grand-mère. Et il y avait un côté vraiment lié à la famille en fait. Oui, et là, je pense j'ai l'impression qu'il a revécu un peu la même situation et que le seul échappatoire qu'il a eu à l'époque, c'était de se dénoncer, et que là, il a eu le même réflexe en fait, comme une sorte de revival de ce qu'il avait vécu à l'époque. Ouais. Effectivement. Mais ça ? Oui, il y a sûrement effectivement de ça. Même si lui, il l'a dit clairement, le but initial n'était plus là. Et il s'est auto-psychanalysé avec les facultés dont on a déjà parlé, en disant lui-même qu'en fait, à chaque fois, il avait tué sa mère à chaque meurtre, enfin dans chaque meurtre, ce qui rejoint un petit peu, je sais plus qui avait dit ça, bref, un spécialiste du sujet, qui avait dit en réalité, les serial killers ne voient pas de différence, en tout cas une certaine partie des serial killers ne voient pas de différence dans leurs victimes et refont en fait à chaque fois le même meurtre, mais simplement de mieux en mieux préparé, ouais. De plus en plus parfait. Et en réalité, ça n'a jamais de fin, sauf là où on voit qu'il y en avait une, avec donc ce matricide. Après, il y a d'autres choses qui m'ont attirée. Voilà, je trouvais qu'il y avait un paradoxe. Parce qu'il a aussi dit qu'en fait, il voulait la tuer pour lui éviter la culpabilité et la honte de savoir que son fils était un tueur en série. Alors, il faut savoir que sa mère a été la seule personne de sa famille à aller le voir en prison, enfin, en tout cas au début de sa vie, à le soutenir, à le reprendre chez lui, à lui donner de l'argent, etc. Donc, c'est là où on voit, à travers toutes ces déclarations, qu'il y a toujours ce truc d'amour-haine, et en même temps, il veut la rendre fière, mais en même temps, il sait qu'il n'y arrivera jamais. Il a aussi dit qu'il avait voulu lui parler avant de la tuer, pour qu'ils partent en bons termes. Donc il y a vraiment ce truc c'est complètement dingue, mais voilà. Et pourtant, il a dit lui-même qu'il savait que ce serait impossible, et c'était toujours lui qui rapporte évidemment, mais un moment en fait avant de la tuer, il a toujours dit que la phrase de sa mère avait été, elle s'était levée dans son lit, puis elle lui avait dit ok, donc en fait je suppose que tu veux parler, on va encore parler toute la nuit, sous-entendu on va remettre ça. Et lui à ce moment-là il a dit non. Donc en fait, on peut se dire que malgré le fait qu'elle lui avait à nouveau tendu une perche pour parler, il s'est dit voilà, en fait non, ça sert à rien. Donc il y a tout ce truc de je voudrais mais en même temps je sais que c'est impossible, qui se résout par la mise à mort. Effectivement. D'ailleurs, il y a le docteur Donald Lune qui dira de Kemper, lorsque Kemper déclare « Je voulais faire du mal à ma mère », il touche du doigt la clé du problème. Kemper assassine des femmes qu'il associe à sa mère, on en a parlé plusieurs fois. Celle-ci travaillait à l'université, il choisit donc des étudiantes. Finalement, le vendredi de Pâques, Kemper tue sa mère, lui coupe la tête, qu'il pose sur une étagère. Sa mère assassinée, il ne ressent plus besoin de tuer à nouveau. Fin de citation. Donc pour le coup, voilà, c'est ce qu'on a dit depuis le début, c'est que tout était lié à ça, et c'est pour ça que c'est super important de montrer que lorsqu'il atteint son but, il n'a plus rien, il peut s'arrêter là, il peut se faire arrêter. Il y avait aussi une notion, à mon sens, de manque de trop de grande confiance en soi. En fait, on voit au fur et à mesure des meurtres, on n'a pas tout détaillé ici, parce que ça ne servirait pas à grand-chose, mais que plus il avance dans les meurtres des étudiantes, plus il devient... je veux dire slappy en anglais, c'est-à-dire il se gâche lui-même en fait, il va être de moins en moins minutieux, il va faire de moins en moins attention à ce qu'il fait. Les dernières il les tue carrément alors qu'il est en train de rouler, donc il sent lui-même qu'il part dans une mauvaise direction et qu'il n'arrive plus à se cadrer lui-même. Et on va le voir, lorsqu'il sera en prison, en fait, il le dira lui-même, il a besoin d'être en prison. Il se sent vraiment plus à l'aise dans un environnement qui est cadré, qui a des process pour lui, en fait.
On va pas refaire tout son procès, mais grosso modo, son procès va durer 3 semaines. Beaucoup de personnes vont intervenir, dont ses sœurs, et l'une de ses sœurs, donc Aline, qui est la cadette, viendra témoigner des événements étranges qui se sont déroulés pendant son enfance, donc parce qu'il était battu par sa grande sœur Suzanne. Elle expliquera aussi que lorsque les meurtres ont commencé et que les médias ont révélé les meurtres, elle a tout de suite pensé à lui, en disant qu'il avait peut-être finalement, ça pouvait être lui parce qu'il avait réalisé un des fantasmes de son enfance. Et donc du coup, elle y avait pensé. Kemper témoignera pour lui-même, parlant de sa vie intérieure. Il se montrera timide, nerveux, hésitant, une larme à l'œil, très différent du vantard que les jurés avaient entendu sur les aveux des enregistrements. Sachant que par rapport à sa sœur, alors je sais pas si c'est lui qui en a parlé ou si c'est elle, que quand j'étais gamin justement, il décapitait ses poupées. Oui, en fait c'est avec Suzanne, effectivement, oui, quand elle le frappait et lui décapitait ses poupées. Alors sur ça, il a dit de manière assez claire que c'était pas un fantasme, mais que c'était vraiment pour se venger d'un jouet qu'elle avait cassé. Ce qui est vraiment classique pour des enfants de l'époque. Hein, mais donc du coup, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est évidemment qu'une fois que quelqu'un commet des actes horribles, ben, on peut tout lire à une lumière sinistre et se dire « Oh là là, là c'était déjà là ». Bon, le fait est que réagir œil pour œil, dent pour dent, n'est pas de très bon augure, si on peut dire. Et que du coup, là, on voit surtout l'absence des parents dans le rôle de justice et de réparation. Quand un des deux enfants fait quelque chose de mal à un autre, en réalité, là, ils étaient livrés à eux-mêmes dans la résolution de leur conflit. Et donc, évidemment que sur un autre niveau, cet incident est révélateur. Effectivement. Donc 3 semaines de procès, aucun témoin, et ça c'est ultra intéressant, aucun témoin, même pas les sœurs de Kemper ou les médecins de l'ancien institut où il avait été enfermé pendant 5 ans, n'arrivera à convaincre les jurés qu'il était fou, que Kemper était un fou. Alors, à replacer dans le contexte de l'époque, c'est quand même difficile. On est dans une époque, dans les années 70, où on pense que les gens naissent mauvais ou bons. C'est-à-dire que si quelqu'un fait des meurtres, aussi horribles soient-ils, aussi logique pour nous en termes de serial killer, à notre époque, c'est facile à comprendre, mais à l'époque, on pense que c'est pas quelqu'un de fou qui peut faire ça, c'est quelqu'un qui est juste habité par le démon. Donc il y a aussi cet effet-là en fait qui donne le fait que on va pas le déclarer fou, et le déclarer fou, ce serait finalement lui enlever la responsabilité de ses actes, et c'est ce qu'on veut pas faire justement à cette époque-là. Le 8 novembre 1973, le jury délibère pendant 5 heures avant de le déclarer coupable de 8 meurtres avec préméditation et condamné à la prison à perpétuité de Vacaville. À noter qu'à cette époque, la peine de mort est suspendue entre 71 et 74, on est en 73, donc sinon il aurait été condamné à mort. Mélissa ? Corrigez-moi si je me trompe, mais il l'avait demandé, non ? Lui, il a dit, moi c'est bon, je veux être mis à mort, je crois. Je ne saurais pas dire ça. Ouais, pareil, il me semble. Martin ? En tout cas, il l'a dit a posteriori. En tout cas, je ne sais pas s'il l'a dit sur le moment, c'est possible, mais il l'a dit. Je sais qu'il y a une interview de Stéphane Bourgoin où il lui demande qu'est-ce que selon vous il faut faire pour des gens comme vous, et il a répondu la mort. Donc il est envoyé en prison près de San Francisco, c'est la prison la plus peuplée des États-Unis. Fait intéressant, et ce qui va finalement rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il a besoin pour lui-même d'être en prison, il ne fera jamais appel. Il sait que c'est là où il doit être, et ça lui fait un bien fou. Qu'est-ce qui se passe après tout ça ? Et c'est là où Pierre va intervenir. C'est extrêmement intéressant. On recoupe sur Mindhunter. Il va aider la police et il va être le cœur de tous les sujets de serial killer aujourd'hui. En fait. C'est ça, parce qu'en fait, pour revenir justement sur ce que tu disais sur le statut à l'époque, il faut savoir que le terme de tueur en série, ça date pas de son arrestation à lui en fait. C'est un terme qui a été plus ou moins en fait théorisé dès la fin depuis le 19e siècle en fait. À l'époque, on appelait ça les monstres psychosexuels. Donc il y avait quand même un côté, un début de compréhension en fait du côté psychique de ces meurtres-là. Et donc en fait, c'est une vision qui s'est affinée au fur et à mesure des années. En fait, il y a beaucoup de registres américains qui expliquent que certaines personnes avaient enchaîné des homicides entre les années 1900 et 1940. Certaines personnes, même plus de 10 homicides. Mais comme il n'y avait rien pour les rassembler, en fait, on ne parlait pas de tueurs en série encore. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut bien comprendre que l'Amérique était encore dans une logique
Elle sortait en fait de la conquête de l'Ouest. Il y avait encore une notion de propriété très importante où il y avait beaucoup de règlements de compte. Et un meurtre était considéré comme un acte violent qui pouvait être par exemple un acte de passion sexuelle, un acte de vengeance. Voilà, il n'y avait pas de côté psychologique et rituel en fait. Et donc en fait, pour les forces de l'ordre, effectivement, voilà, c'est comme des règlements de compte, des crimes isolés, c'est des guerres de bandes rivales. Et aux États-Unis, en fait, par une sorte de statut un peu de terre de tous les possibles, avait arrivé beaucoup de monde en fait. Et on a commencé à avoir vraiment une envie en fait de conquérir ces territoires-là. Et donc, justement, de se battre contre cette nature hostile et d'essayer de gagner du territoire, en fait. Et dans ces conflits-là, forcément, il y a eu des personnes délaissées pour compte, il y a eu des personnes qui ont vraiment été choquées par ce monde qui changeait au fur et à mesure, qui a commencé à créer, en fait, des déviances. Et c'est des choses qui n'étaient pas, effectivement, à l'époque, comprises par le grand public. C'est-à-dire que le grand public, pour lui, les meurtriers qui sont, à l'époque, jugés, ou condamnés à mort, par exemple, ils le sont pour le bien de la société. C'est-à-dire que c'est un peu des moutons qui sont perdus et qu'il faut recadrer, quoi. Donc il y a un peu un côté bandit de grand chemin, version un peu ruelle et colt, voilà. Et donc en fait, le terme vient vraiment de l'arrestation de Ted Bundy en fait dans les années 70, où durant son procès, on parle vraiment là pour le coup de tueur en série. Et en fait, même les jurés en fait à l'époque se prennent ces crimes de plein fouet. C'est-à-dire que pour la première fois, c'est pas une guerre, c'est pas une tuerie de masse. C'est vraiment un homme qui a choisi d'être prédateur en fait et d'enchaîner les victimes et sans vraiment de raison apparente en fait. C'est-à-dire que il y a pas de contentieux, il y a pas de crime passionnel. C'est la personne qui se trouve devant ce jury-là en fait, c'est vraiment un bloc impénétrable. Et ce qui est intéressant, c'est que ils le prennent comme un monstre. C'est-à-dire qu'il y a une vraie compréhension de qui est cette personne-là. C'est pas un être humain, il répond plus en fait au canon de l'humanité classique. C'est vraiment une espèce d'inconscient humain qui ressort en fait du monstre qui est là en fait, qu'on essaie de garder en soi, qui là est vraiment devant eux en fait, qui est ressorti complètement. Les forces de l'ordre même sont pas plus avancées en fait par rapport à ce constat, c'est-à-dire que elles sont face à quelqu'un qui est fermé dans un mutisme, qui donne très peu d'indices sur ses faits, sur la raison en fait de ces crimes. Et pour les flics, c'est un problème parce que eux, ils voudraient justement, une fois qu'ils ont réussi en fait à un peu défricher qui est cette personne-là, de savoir comment arrêter ce type de criminel, que c'est un nouveau type de criminel. C'est-à-dire que c'est plus les criminels auxquels ils sont habitués classiquement, c'est vraiment un nouveau type qu'il faut comprendre en fait. Et c'est à ce moment-là en fait que Kemper a une vraie importance. C'est-à-dire que l'important, c'est pas d'être un tueur en série, d'avoir vraiment été un des plus grands tueurs en série de son époque. C'est vraiment le fait qu'une fois en prison, il va énormément communiquer avec la police. C'est-à-dire qu'il va leur expliquer, leur raconter les meurtres, tout simplement, et surtout préciser les raisons qui l'ont poussé à tuer, ou du moins son sentiment psychologique à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est lui qui va parler justement de rapport à l'autorité par rapport aux femmes ou par rapport à la culture des femmes qu'il va assassiner, de rapport à sa mère, du rapport aussi important au rituel, que pour lui, notamment, comme on en parlait, de la confiance en soi, pour lui, c'est vraiment quelque chose qui met en avant aussi. C'est-à-dire qu'il se rend même lui compte, alors des erreurs, je ne sais pas si c'est des erreurs pour lui, mais de sa confiance en lui trop élevée, qui l'a fait chuter en un sens. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que cette personne-là qui discute avec les policiers n'est plus du tout la personne qui a pu commettre ces meurtres. C'est-à-dire c'est quelqu'un de très posé, de très calme, qui discute vraiment comme si qui me racontait une histoire en fait, et il essaie lui-même de se psychanalyser. Il n'y a plus du tout le côté sauvage en fait, qui pouvait être justement l'apanage du tueur en série. Et du coup, il réécrit lui-même la définition du tueur en série, parce qu'il n'est plus un monstre, il est une personne qui est même elle-même extérieure à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle le théorise tellement qu'il se rend même plus compte en fait de ce qu'il a fait et le voit vraiment de loin. Et c'est pour ça en fait que c'est un personnage passionnant, parce qu'il va permettre justement aux policiers et aux divisions créées à l'époque en fait pour chercher les tueurs en série d'avoir tous les éléments en main pour au moins dresser une carte de ce que peut être un tueur en série. Effectivement, c'est ce qu'on va appeler finalement le profiling, c'est le début vraiment du profiling qui l'a amené en fait aux policiers. C'est extrêmement intéressant comme principe, parce que aujourd'hui, si on n'aurait jamais fait, comme tu le disais, je pense qu'on serait loin de tout ça aujourd'hui. Si on n'avait pas eu une personne comme ça qui était capable d'en parler comme si c'était naturel, et surtout d'expliquer cette dissociation en fait, cette schizophrénie en fait entre
lui, qui il est aujourd'hui quand il parle et ce qu'il est au moment des meurtres, en fait. Et c'est extrêmement intéressant. Il dit clairement que, en fait, après la mort de sa mère, enfin, après avoir tué sa mère, il est apaisé. Oui. Il dit clairement, en fait, maintenant ça va. Enfin, J'ai plus besoin voilà, de ça. c'est à voir si c'est. Mais voilà, pour lui, il est apaisé. Ouais. Mais ça, Oui, exactement. C'est ce que tu as très bien décrit, c'est que il y a un changement de paradigme qui va s'opérer, qui est qu'on va plus partir de la victime, mais qu'on va partir d'un tueur et d'une psyché particulière. Et en fait, ça, on peut aussi essayer de l'analyser avec le changement social. Ça, tu t'en parles très bien quand tu parles de tout ce qui va être Far West, donc les États-Unis, qui vont être un territoire hostile, etc. Mais là, ce côté je vais tuer pour mon propre plaisir et par rapport à moi en fait et pas par rapport aux autres. J'ai lu aussi du coup des trucs sur la violence aux USA. Je me suis demandé pourquoi est-ce que 99,9% des tueurs en série sont américains. Pourquoi en fait, c'est parmi les pays, on va dire, qui produisent beaucoup, qui sont riches, les pays nord entre guillemets, les USA c'est le premier en homicide quoi. Et en gros, il y a plusieurs pistes de réflexion possibles. La première, c'est le rêve américain, et t'en parles très bien. Le rêve américain, c'est orienté vers le succès, vers la proximité physique, l'industrie des multinationales, etc. Et sur le sujet, il y a un très bon bouquin qui parle de H.H. Holmes, qui s'appelle La manufacture du meurtre. Ouais, très bon. On en parlera un jour, mais je l'adore, celui-là, il est vraiment génial. Mais du coup, c'est très intéressant de ce point de vue-là, de lire le serial killer comme le capitalisme appliqué au meurtre. Ouais. C'est-à-dire le truc pour soi, où quelque part les autres n'ont pas vraiment d'importance, c'est eux, ça pourrait être n'importe qui, enfin, toujours dans les limites d'un portrait robot et d'un cahier des charges. Mais voilà, et autrement, il y a une autre piste de lecture possible qui est un peu plus psychologie de comptoir, donc voilà, je m'excuse d'avance, mais il y a ce côté, on a beaucoup parlé de sa mère, de cette volonté de prouver qu'on n'est pas faible et d'impressionner la personne la plus forte de sa famille. Mais dans un pays comme les USA, où il y a beaucoup de violence, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les institutions, que ce soit dans les armes, que ce soit dans quand même une terre à conquérir à la base, il y a certaines théories qui vont expliciter que les enfants sont très liés à leur mère, donc à leur protection, et du coup beaucoup de pères absents qui du coup vont pas réussir à enseigner une masculinité non toxique. Et donc du coup en fait peut-être que l'ami Ed Kemper il est un petit peu dans les deux quoi. Alors je vais juste pondérer la stat sur les États-Unis, parce que c'est un truc qui est à mon avis rarement pris en compte, c'est que c'est aussi un pays qui est extrêmement grand par rapport à tout le reste, et donc du coup par logique à plus de monde, et donc par logique à plus de tueurs en série au mètre carré que pour en trouver en France ou en Bulgarie ou ailleurs. Alors, justement, il faudrait que je le retrouve. Il y a un documentaire qui était passé sur Arte il y a 4-5 mois, je crois, justement sur les tueurs en série aux États-Unis, justement pour essayer d'expliquer leur présence. Et justement, il parlait de ça. En fait, il disait qu'ils interviewaient un tueur en série qui avait tué des fermiers, vraiment dans des fermes très isolées. Et il disait en fait, alors je crois que c'est dans l'Iowa, il disait en fait t'as énormément de régions boisées avec une petite ferme et rien 40 km autour en fait. Et il disait en termes de sécurité, je savais que je pouvais aller tuer quelqu'un ici, j'avais aucun voisin qui pouvait me repérer et je pouvais facilement cacher le corps en fait. Il y a vraiment ce côté effectivement de grands espaces où tu peux aussi, ouais, clairement. Ok, je pense que... Oui, Martin ? Oui, pardon, je sais pas si on voulait encore un peu parler d'Ed Kemper en prison, mais il y a deux, trois points intéressants aussi à rajouter. Une fois de plus, les contradictions et le paradoxe Kemper, c'est qu'il dit qu'il est bien en prison, et donc il y a quand on rentre dans le pénitencier où il est incarcéré, il y a une vitrine avec tous les trophées qu'il a gagnés, le meilleur prisonnier de l'année, il est hyper investi, il est chef d'équipe dans plein de trucs, il enregistre des livres audio pour les aveugles. Il a donc en plus de ses nombreuses collaborations avec la police. Je crois qu'il a gagné énormément de prix à des concours aussi. Oui, et il est très fier, et donc il disait voilà, moi j'ai jamais eu de trophée de ma vie, j'ai eu tous mes trophées en prison, je suis très content. Et en même temps,
à chaque fois, à chaque occasion où la loi lui permet depuis 1980 ou 1979, il demande à être libéré en conditionnel. Ah, quand même. Ouais. Sachant que c'est complètement impossible. Mais il le demande, il l'a encore demandé en 2017, et la prochaine fois qu'il pourra le demander, c'est en 2024. Et il le demande à chaque fois, il demande. Donc c'est extrêmement curieux, en fait. C'est très paradoxal, et clairement, ouais. C'est encore une grande ambiguïté de son personnage. Est-ce que c'est une façon finalement de provoquer encore peut-être le système ou la vie, les gens directement Il y a aussi une légende qui dit, et ça j'ai pas réussi à retrouver, qu'il aurait menacé un policier qui était venu l'interroger, mais ça me paraît bizarre, ça me paraît contradictoire en disant que... ça c'est un truc qu'on voit mais d'une autre façon dans Mindhunter, en fait, en disant si je voulais, là je pourrais vous tuer, mais bon je le ferai pas. Et voilà. Et donc oui, j'en replace une sur Mindhunter, qui est une série que je trouve extraordinaire, et j'attends avec vraiment impatience la saison 2. Et qui raconte comment John Douglas et son collègue ont inventé vraiment le profiling au FBI en allant à la rencontre des tueurs en série dans les prisons, quoi. Ouais. Alors, à l'encontre de toute autorité à l'époque, d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, c'était très difficile, on le voit d'ailleurs dans Mindhunter, de convaincre les gens de changer de vision, enfin les enquêteurs, parce qu'en fait, pour eux, excuser, comme pour Manuel Valls, expliquer, c'était excuser. Donc, bien évidemment, tout ce qui s'est dit là ne note rien à la monstruosité et à l'horreur de ce qu'ont pu vivre les familles. Donc, encore une fois, si on discute de tout ça, c'est pour comprendre et pas pour excuser, quoi. Oui, voilà, ce qu'on disait, ce que je disais en début de podcast, on est passionné par ce genre de choses en termes d'attirance, répulsion sur la condition. Ça ne veut pas dire qu'on est content qu'il y ait des tueurs en série aujourd'hui et qu'on attend le prochain avec impatience, loin de là. C'est pas du tout le cas. Ok, je pense qu'on a fait le tour sur Ed Kemper et sur ce premier épisode. Je sais pas trop comment clôturer cet épisode parce que je trouvais ça assez fantastique. Donc je vais commencer par vous remercier tous les trois. Merci Pierre. Merci à toi surtout. Merci Martin. Bah oui, pareil, merci à toi. Merci Mélissa. C'était un plaisir. Je sais pas encore quelle forme va prendre cette émission mensuelle, bimestrielle ou autre, mais en tout cas, il est clair que vous entendrez parler de nous par la suite. On se retrouve à une prochaine fois avec un nouveau serial killer, et puis et si cette émission vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager et à nous faire des petits retours. Je vais faire le petit instant promo quand même. Où est-ce qu'on peut vous retrouver chacun, Pierre? Alors moi je suis pigiste donc sur JV le Mag et sur Canard PC et de temps en temps sur Vidéo Gamer, mais c'est vraiment ces deux-là où je suis le plus souvent. Ok. Martin? Alors moi, vous pouvez me retrouver dans tous les podcasts Micro Stockholm, comme Stockholm Sardou qui parcourt en intégralité la discographie de Michel Sardou. Il y a d'ailleurs une chanson formidable sur la pulsion dans la discographie de Michel Sardou qui s'appelle Les Villes de Solitude. Et sinon aussi dans un podcast que j'ai lancé il n'y a pas longtemps où je m'amuse beaucoup qui s'appelle C'est qui le plus fort, où on fait des comparaisons entre des personnages et je ne ferai jamais de comparaison entre deux serial killers parce que pour le coup c'est intéressant d'en parler avec du détail mais c'est pas drôle d'en parler dans un format rigolo, donc je ne le ferai pas. Voilà. Mais ça moi, je vais pas puber mon podcast, je vais puber mon Instagram où je fais des collages, voilà. Ils sont d'ailleurs super bien. Ah, c'est trop gentil, merci. Donc si vous voulez jeter un œil, du coup je suis aussi illustratrice, c'est @easilythrilled. Ok, très bien. Moi, écoutez, vous pouvez me retrouver sur pas mal de podcasts aussi, mais sur mon @Zephyriel en général. Sur le Défaussé où on parle de jeux de plateau, Whisperos où on parle de Game of Thrones. Et puis ce sera tout. Je vous remercie, on se dit à la prochaine fois. Et puis évitez de marcher dans la rue. Non, je vais pas faire ça. Allez, ciao. Salut.